Cet épisode vous est présenté par DS Automobile en collaboration avec le Musée du Louvre. On a fait un projet ensemble il y a quelques temps avec eux et je vous en reparle en fin de vidéo. Comme tout le monde, je pensais que tout avait été dit concernant le Sphinx d'Égypte, jusqu'au jour où je découvris que des faits inexpliqués restaient ignorés par les égyptologues. Alors j'ai enquêté, sans a priori ni préjugés. Je voulais simplement comprendre comment le Sphinx avait été construit, mais cette quête m'a mené au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Les égyptologues traditionnels considèrent aujourd'hui que le Sphinx a été sculpté dans un seul bloc de calcaire durant la 4e dynastie égyptienne, c'est-à-dire aux alentours de 2500 avant Jésus-Christ. Mais cette conclusion se heurte à certaines observations pourtant évidentes. Commençons d'abord par passer en revue les 4 grands mystères concernant le Sphinx de Gizeh. Constat qui fut le point de départ de cette vidéo. Premier constat. La tête du Sphinx ne semble absolument pas collée à son corps. Il n'est pas nécessaire d'être un grand savant pour constater que sa tête est beaucoup trop petite par rapport à son corps, et semble beaucoup mieux conservée que le reste du corps du Sphinx. Comment une civilisation aussi douée et précise aurait pu omettre un détail aussi important? Et si la tête n'était tout simplement pas d'origine? Dans ce cas, qu'y avait-il à la place de la tête du Sphinx? Deuxième constat. Le Sphinx est d'une précision sans égale, que ce soit la géométrie des traits qui le composent ou sa position face aux étoiles. Comment une civilisation aussi peu avancée aurait pu créer une structure avec une précision moderne? Troisième constat. Des tests scientifiques mettent en évidence une anomalie rectangulaire en dessous de la patte gauche du Sphinx. Il s'agirait d'une cavité créée par l'homme. Que se cache-t-il sous la structure? S'agirait-il d'une salle des archives contenant des documents majeurs dont les égyptologues cacheraient l'existence? Quatrième constat. On remarque assez rapidement une érosion verticale importante sur le Sphinx, mais surtout au niveau de son enceinte. Étrangement, aucune autre construction du plateau de Gizeh ne présente une érosion aussi importante. Or, il n'a pas du tout assez plu depuis la date supposée de la construction du Sphinx pour justifier cette observation. De plus, le plateau de Gizeh se trouve au début du Sahara, une des régions les plus sèches du monde. Comment se fait-il que le Sphinx possède des traces d'eau abondantes sur son enceinte? La seule période où cela serait possible se situe entre 12 500 avant Jésus-Christ et 3 500 avant Jésus-Christ, quand le Sahara était recouvert de végétation et très humide, avec des pluies abondantes. Or, le Sphinx a été daté par les égyptologues à 2500 avant Jésus-Christ. Quand on va sur internet et qu'on cherche des infos sur le Sphinx de Gizeh, on trouve beaucoup de choses. Que le Sphinx aurait été à l'origine un énorme lion sculpté il y a 12 000 ans par une civilisation incroyable, aujourd'hui disparue. Et alors sous le Sphinx, enfin le lion du coup, cette civilisation aurait caché une salle des archives dans laquelle se trouveraient les enregistrements comptant leur histoire. Certains pensent même que cette civilisation, ce sont les rescapés de l'Atlantide, qui auraient été détruites pendant un cataclysme et ils se seraient donc réfugiés en Égypte. Pour autant, le consensus actuel veut que le Sphinx ait été sculpté dans un seul bloc de calcaire durant la 4e dynastie, aux alentours de 2500 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au tout début de l'histoire de l'Égypte antique. Malgré toutes les recherches qui ont été faites, et pour beaucoup de personnes encore, le Sphinx incarnerait la preuve que quelque chose nous échappe, et qui serait peut-être un indice d'une ancienne civilisation oubliée. Dans ce débat vont intervenir 3 auteurs qui se sont donné la main au fil du temps pour auto-valider leur théorie. On a Graham Hancock, Robert Bauval et Robert Schoch. Mais concrètement, qu'est-ce que toutes ces théories elles valent? Aujourd'hui on va s'intéresser au Sphinx de Gizeh et on va essayer d'en percer les mystères.
Nul à chier. On n'a pas pu dire un seul mot du script qui était prévu. Parce que tout simplement, on avait les autorisations, mais en fait, ça n'a pas fonctionné. Ils nous ont pas laissé tourner. Voilà. Du coup, ce sera les seuls mots parlés que vous me verrez dire devant le Sphinx. Donc voici les mots que je vais prononcer. Sphinx. Un des premiers constats quand on observe le Sphinx en vrai, c'est que quelque chose semble clocher. Comme si les proportions ne collaient pas. Chose assez étonnante quand on sait que les Égyptiens, ils essayaient majoritairement de faire des choses bien proportionnées. Ici, la tête, elle semble vachement petite en comparaison avec le corps. Ce qui n'est pas forcément présent d'ailleurs sur d'autres représentations de Sphinx en Égypte ancienne. Là, par exemple, je me trouve au temple de Karnak, devant l'entrée gardée par une allée de Sphinx à tête de bélier. Ils sont appelés les cryosphinx, le bélier faisant référence au dieu Amon-Ré, le protecteur du lieu. Donc a priori, ce serait pas forcément une question de savoir-faire, même si les deux types de sphinx, ils ont pas été réalisés à la même période. Une des hypothèses pour essayer d'expliquer ce phénomène, ça pourrait être que la tête du sphinx ne serait pas en réalité d'origine. Au début des années 90, Hancock et Bauval travaillent sur une théorie d'archéo-astronomie concernant les pyramides. Les positions dans le ciel des 3 étoiles de la ceinture d'Orion, de la constellation du Lion et de la Voie lactée seraient respectivement reliées à celles, sur Terre, des 3 grandes pyramides de Gizeh, du Sphinx et du Nil. En gros, selon eux, les pyramides et le Sphinx auraient été construits intentionnellement comme une sorte de carte terrestre du ciel. Le souci, c'est qu'il existe une sorte de décalage progressif de la position des étoiles sur la sphère céleste avec le temps. Ce phénomène, il s'appelle la précession des équinoxes. Grâce à des techniques informatiques modernes, on peut facilement calculer quelle constellation se trouvait à l'horizon à n'importe quelle date souhaitée du lever du soleil. Et c'est en se basant sur ces extrapolations informatiques que Hancock et Bauval, ils ont donc postulé que les pyramides et le Sphinx, ils auraient été construits 10 500 ans avant Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que la constellation du Lion se trouvait à l'horizon de l'Est, le jour de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire face au Sphinx. Et c'est aussi la date à laquelle la position des étoiles d'Orion correspond le mieux à la position des pyramides. En se basant sur ces extrapolations, Hancock et Bauval proposent donc que le Sphinx serait en réalité à la base un lion, en référence à la constellation qui l'honore. Mais alors là où ça se complique, c'est que pour les égyptologues et les astronomes, cette hypothèse elle pose de nombreux soucis. Pour commencer, plusieurs astronomes ont refait les calculs indépendamment et ils ont montré qu'il y avait des erreurs sur l'estimation des angles entre l'alignement de la ceinture d'Orion et le nord en 10 500 avant Jésus-Christ. Aïe, coup dur pour Hancock et Bauval. Et il y a même eu un petit moment gênant, parce que dans un des livres de Bauval, ils auraient inversé en fait le sens de la carte des pyramides pour coller avec celle de la ceinture d'Orion. Alors, ils l'ont peut-être pas fait exprès. Mais bon. Une autre erreur de calcul concerne la taille respective des étoiles versus les pyramides. Selon la théorie, Mintaka est l'étoile qui est censée représenter la plus petite pyramide, calculée comme ayant une base 80% plus petite. Le petit souci, c'est que cette étoile, elle est pas du tout plus petite que les deux autres. Et au-delà de toutes ces petites erreurs, on a un autre gros problème. C'est qu'en réalité, on n'a aucune preuve que les anciens Égyptiens, ou même les civilisations qui les ont précédés, connaissaient la constellation du Lion, et même qu'ils y voyaient un lion. La première carte céleste égyptienne que nous possédons date de la première période intermédiaire, donc en 2150 avant Jésus-Christ, après la construction du Sphinx. Et aucune des constellations qui y est décrite n'a grand chose à voir avec les constellations modernes. Bon, après, si on veut être de bonne foi, c'est pas parce que les deux zigotos en particulier ils se sont plantés que l'hypothèse de base concernant la tête du Sphinx, elle est achetée. Mais du coup, est-ce que c'est possible que la tête ait été à la base celle d'un lion? Cette hypothèse, elle est supportée par deux observations. Premièrement, la tête du Sphinx est beaucoup moins abîmée que le reste du corps. Et deuxièmement, les Égyptiens sont des contrôles frics lorsqu'il s'agit de proportions. Du coup, là, le grand Sphinx de Gizeh, pour beaucoup de monde, il y a un truc qui cloche, parce que sa tête, elle est beaucoup trop petite par rapport à son corps. Bon, du coup, chaque chose en son temps, on va commencer par le premier point, à savoir que la tête, elle est beaucoup moins abîmée que le reste du corps. Il faut savoir que le Sphinx, il est sculpté dans la roche calcaire de la formation Mokattam, qui est elle-même constituée de 3 couches de calcaire avec des propriétés différentes.
La couche 3 est du calcaire de bonne qualité et bien dur. La seconde, dans laquelle le corps, lui, il est sculpté, elle est elle-même constituée d'une superposition de nombreuses couches plus tendres. Donc effectivement, la tête, elle est mieux préservée que le reste du corps parce qu'elle a été sculptée dans de la roche qui est beaucoup plus solide. Mais alors du coup, ça explique pas le problème qu'on a concernant la taille de la tête par rapport au corps du sphinx. Le corps d'un sphinx égyptien, il est censé faire au moins 3 fois la taille de la tête. Mais le souci, c'est que sur le sphinx de Gizeh, il en fait plus de 5. Ça peut paraître surprenant dit comme ça, mais il y a plusieurs problèmes avec cette observation. Les proportions parfaites des sphinx, donc genre par exemple ceux avec la tête de bélier dont je vous parlais un petit peu plus tôt, ils ont en réalité été identifiés en se basant sur des sculptures de sphinx bien plus tardives. Elles n'ont pas été faites à la même date. En fait, on connaît que 2 autres sculptures de sphinx qui datent d'avant la construction du grand sphinx de Gizeh. Et une seule, elle nous est parvenue entière jusqu'à nous. Or, le truc, c'est que on sait que d'une période à l'autre, le style et l'art égyptien, ils évoluent. Par exemple, même s'ils se ressemblent, ce temple n'a pas du tout le même style que ce temple. Qui n'a d'ailleurs lui-même pas non plus le même style que cette meuf, regardez son flow, c'est ma sœur, elle s'appelle Marion. Gros bisous Marion, je t'aime fort. Par conséquent, on sait pas si les Égyptiens, ils avaient déjà, à l'époque du Sphinx, déterminé les proportions qu'on considère aujourd'hui comme étant parfaites, les proportions standards que devrait être un sphinx. Et ce sera difficile à dire sur la base d'une seule statue. Et d'ailleurs, en fait, c'est même pas la tête qui est vraiment trop petite. Les proportions de face, elles sont certes pas parfaites, mais bien plus proches de ce à quoi on pourrait s'attendre. Sur cette base, certains égyptologues ont suggéré que le sphinx avait été sculpté pour être vu surtout de face, en association avec le temple qui lui était dédié. En fait, c'est vraiment le corps qui est juste beaucoup trop long par rapport au reste. Mais pourquoi ? L'explication la plus plausible est celle avancée par Mark Lehner, qui travaille depuis plus de 30 ans sur le sphinx et dont le projet est de cartographier en détail le plateau de Gizeh. Selon lui, les sculpteurs auraient été obligés de rallonger le corps du sphinx parce qu'il y avait une énorme fissure traversant le substrat rocheux, juste au niveau de la taille actuelle. À cause de cette fissure, ils auraient décidé d'étirer le corps pour pouvoir terminer la croupe, les hanches et la queue. Et si les proportions de la tête du sphinx ont affolé les théories les plus extravagantes quant à sa création, ce n'est pourtant pas l'élément qui fait le plus débat. Au XXe siècle, un Américain un peu bizarre entre dans une transe hypnotique et révèle des indices supplémentaires sur l'origine du sphinx. Cet homme, c'est Edgar Cayce. Un mystique autoproclamé prophète, déjà connu pour ses transes spirituelles au sujet du monde et de son histoire. Selon lui, entre les pattes du sphinx se cacherait un secret millénaire. Se présentant comme la réincarnation d'un prêtre nommé Ra-Ta, il raconte que vers 10 500 avant Jésus-Christ eut lieu la destruction finale de l'Atlantide. Certains des rescapés se seraient réfugiés en Égypte, où ils auraient construit les pyramides et le sphinx. Les Atlantes auraient alors caché les enregistrements racontant leur histoire, leur science et leurs accomplissements dans une salle des archives qui se trouverait en dessous de la patte droite du sphinx. Cayce prédit donc que la salle des archives va être redécouverte avant la fin du XXe siècle et que cette nouvelle annoncerait également l'arrivée d'un cataclysme similaire à celui qui a détruit l'Atlantide. En se basant sur cette prophétie, de nombreuses expéditions vont être menées pour tester cette théorie. D'abord dans les années 70, puis un petit peu plus tard dans les années 90. De nombreux tests non invasifs et assez innovants pour l'époque vont être réalisés, et ça va montrer que, en effet, il existe bien des anomalies dans le substrat rocheux. Les derniers tests en date, ils ont été réalisés par le géologue Robert Schoch en 92, et ils vont mettre en évidence 2 anomalies en particulier. Une anomalie rectangulaire en dessous de la patte gauche du sphinx, qu'il interprète comme étant probablement une cavité créée par l'homme, et également une anomalie qui ressemble à un tunnel. Selon lui, il vient de découvrir une chambre secrète à explorer, qui serait donc la fameuse salle des archives. Mais les choses, elles sont pas aussi simples que ça, parce qu'une anomalie, ça peut être beaucoup de trucs en réalité. Alors évidemment, une cavité, qu'elle soit naturelle ou non, mais aussi une fissure, ou bien même une différence de propriété
dans la roche. Donc, rien ne dit qu'il s'agit vraiment d'une chambre créée par l'homme. Pour confirmer son hypothèse, il faudrait qu'un test invasif soit réalisé, sauf que le souci, c'est que depuis les années 90, les autorités égyptiennes, elles ont vraiment ralenti concernant ce genre de projet, parce qu'ils les jugent plutôt motivés par la croyance plutôt que par la science. Et c'est pas la première fois que les autorités égyptiennes elles refusent comme ça de réaliser certains tests ou travaux de restauration. Il faut dire que les Européens, ils ont déjà bien sagouiné une énorme partie du patrimoine archéologique égyptien, et aujourd'hui, les tensions elles sont toujours présentes, ainsi que la peur d'abîmer encore plus les vestiges du passé. Et bien évidemment, le fait qu'elle refuse, ça alimente les théories du complot. Pour certaines personnes, c'est la preuve ultime que le gouvernement égyptien chercherait à cacher les choses, etc., et qui souhaiterait qu'on ne découvre pas la vérité. Quoi qu'il en soit, les faits sont là, on ne peut pas creuser pour aller directement vérifier. Du coup, on fait quoi ? À défaut de pouvoir réaliser les tests lui-même, Schoch, je suis passé ces choses, bientôt rejoint par Bauval et Hancock, va se servir abondamment des études réalisées dans les années 70 pour appuyer ses résultats. Malheureusement, quand il va le faire, il semble oublier plusieurs choses à propos des tests réalisés avant lui. D'abord, la méthodologie est contestée. C'est un truc qui est bien connu en science, on sait que chaque méthodologie elle possède ses propres biais et défauts, et donc on va essayer d'en utiliser plusieurs qui sont complémentaires, comme ça permet en général de pallier ce problème et de renforcer la fiabilité des résultats. Or, pour beaucoup de spécialistes, les techniques utilisées à l'époque, elles étaient innovantes, ok, mais elles n'étaient pas encore hyper robustes. Elles auraient d'abord dû être testées sur des sites connus afin de démontrer qu'elles fonctionnent, et leur méthodologie aurait pu ainsi être perfectionnée et confirmée avant d'être utilisée sur le Sphinx. Ensuite, certaines anomalies observées sont en réalité des discontinuités évidentes de la roche naturelle, comme par exemple la fameuse fissure dans le dos du Sphinx dont j'ai déjà parlé. Ça, les chercheurs, ils ne le réalisent pas au moment de l'analyse de leurs résultats. Ils pensent avoir trouvé un passage sous la roche sans comprendre de quoi il s'agit vraiment. Enfin, les analyses réalisées en 1977 par exemple, elles ont été suivies de tests invasifs. Les chercheurs, ils ont pu percer et sonder les anomalies les plus prometteuses et ils ont conclu qu'il s'agissait de cavités naturelles et d'irrégularités dans la roche. Selon Lambert Dolphin, un des expérimentateurs de l'époque, il n'y a aucun doute, il n'y a pas de salle sous le Sphinx. Du coup, contrairement à ce que pensent beaucoup, il n'y a pas de complot non plus de la part du gouvernement égyptien. On peut facilement imaginer le nombre de requêtes envoyées au gouvernement pour obtenir l'autorisation d'étudier le secteur et le casse-tête que ça doit être de faire le tri. Dans les années 90, les différents tests réalisés pour essayer de trouver une potentielle salle des archives, ils sont tous très peu concluants. Il faut quand même réaliser que l'argument massu utilisé pour chercher une supposée salle à cet endroit, c'est quand même les trans d'un mystique américain des années 30. Donc avec tout le respect que j'ai pour Case, ça se pose quand même pas comme le projet le plus solide archéologiquement parlant. En plus, et comme je le disais, l'Égypte est face à un problème de taille. Le patrimoine archéologique se détériore. Et le Sphinx, en particulier, il se dégrade hyper rapidement, ce qui pousse le gouvernement à limiter les forages trop invasifs, puisque la priorité actuelle et principale, ça reste de conserver le patrimoine. Le temps passant, la prophétie de Case ne s'est pas réalisée. Les années 90 se sont terminées sans que la salle des archives ne soit découverte, et le cataclysme tant redouté n'a pas eu lieu. Et pourtant, l'enthousiasme concernant cette hypothèse n'a pas non plus diminué. En 2009, il s'est passé un truc. La montée des eaux souterraines a mis en danger le Sphinx, qui était déjà très abîmé. Pour trouver la source d'eau souterraine et drainer l'eau le plus vite possible avant que ça s'abîme encore plus, le forage d'une série de trous d'essai autour du Sphinx ont été réalisés. Les curieux du monde entier avaient donc les yeux rivés sur cette nouvelle et sur la potentielle découverte d'une chambre secrète. Et spoiler, aucune chambre n'a été découverte, bien que la nappe phréatique ait été localisée à 4,5 mètres en dessous de la statue. En conclusion, pour l'instant, rien n'indique qu'une salle secrète se trouve sous le Sphinx, bien que l'hypothèse fasse toujours autant frissonner. Et de toute façon, quand bien même il y aurait une chambre secrète sous le Sphinx, il y a de très fortes chances que tout soit sous l'eau, et ce depuis des siècles. En 1989, l'écrivain John Anthony West contacte un jeune géologue, Robert Schoch,
afin de lui proposer une collaboration inédite. Et alors oui, il s'agit bien du même Schoch d'il y a 2 minutes pour la salle des archives. En fait, à la base, il n'était pas venu sur le Sphinx pour trouver une salle potentielle en dessous, mais pour estimer son âge. La théorie que West veut tester est très simple. Il a observé des traces d'érosion sur le Sphinx. Or, le Sphinx se trouve dans le désert. Et du coup, en se basant sur l'état d'érosion du Sphinx, il pense que ce dernier a été construit entre 15 000 et 10 000 ans avant Jésus-Christ. Bon, alors si vous avez passé une 6e classique dans un collège moyen avec des connards qui vous harcèlent, oui, Orlan, je parle de toi là, où une partie Égypte antique était au programme d'histoire, vous devez savoir que la civilisation égyptienne commence environ en 3150 avant Jésus-Christ, pas en moins 15 000. Et c'est normal, parce que toujours selon West, ce ne sont pas les Égyptiens qui ont construit le Sphinx, mais les Atlantes. On change pas une équipe qui gagne. Du coup, West recherche activement un géologue pour confirmer son histoire. Et c'est lors d'une journée tiède et humide qu'il croise le chemin de Schoch, qui accepte de l'aider. Après quelques verres de tequila et alors que leurs regards se croisent timidement, il baisse les yeux, gêné, pourtant c'est l'évidence. Pas besoin de mots. Leurs mains se frôlent alors que les tintements des verres qui s'entrechoquent résonnent dans son esprit lourd et Pardon, je m'emporte. Schoch, qui était d'abord sceptique, décide de se rendre sur place et, selon ses dires, il a une révélation. D'abord, il remarque une érosion verticale importante sur le Sphinx, mais surtout au niveau de son enceinte, qu'il associe à des précipitations abondantes. Et étrangement, aucune autre construction du plateau de Gizeh ne présente une érosion aussi importante. Là, il n'y a pas de traces d'érosion, pas de traces d'érosion non plus, pas de traces et oh regardez, c'est ma sœur, elle est chou. Or, selon lui, il n'a pas du tout assez plu depuis la date supposée de la construction du Sphinx pour justifier cette observation. Parce que là, on est quand même sur le plateau de Gizeh. C'est quand même le début du Sahara, donc une région qui est aride et pas spécialement réputée pour ses tempêtes de pluie, quoi. Par extrapolation de ces données, il conclut donc que le Sphinx a été taillé bien avant 2500 avant Jésus-Christ, plus probablement entre 5000 et 7000 avant Jésus-Christ. Quelques années plus tard, il va changer d'avis, il va changer son estimation, et il postule qu'en fait il s'agirait plutôt d'entre 7000 et 10 000 avant Jésus-Christ. Alors comme ça peut sembler rien du tout, mais ça fait quand même 3000 ans d'écart. Là par exemple, on est en 2021. Et ben il y a 3000 ans, on en était là. Je dis ça, la publication de ces résultats va lancer un débat qui dure depuis maintenant 30 ans et qui passionne toujours autant non seulement les spécialistes, mais aussi les égyptologues amateurs partout sur internet. Et quand je dis passionne, je pense que déchaîne, ce serait un petit peu plus exact. Le fait que le Sphinx est super abîmé, c'est pas vraiment un scoop. D'ailleurs, une grosse question actuellement, c'est comment préserver cette statue qui s'effrite à vitesse grand V. Mais la question de quand et comment reste intéressante, notamment parce que peut-être qu'en expliquant mieux la raison pour laquelle le Sphinx est aussi dégradé, on pourra mieux le préserver. Et du coup, de nombreux géologues, ils vont répondre avec enthousiasme à la controverse. La première critique qui est faite au travail de Schoch, c'est la simplification grossière des mécanismes d'érosion. Il ne semble prendre en compte que 2 phénomènes. L'érosion horizontale créée par le vent et l'érosion verticale créée par les précipitations. Alors c'est très beau sur le papier, c'est simple, c'est propre, c'est extrêmement convaincant, mais cependant ce ne sont pas du tout les seules forces géologiques qui sont à l'œuvre. Par exemple, on a l'haloclastie, qui est très bien documentée sur le plateau de Gizeh. En gros, les solutions salines, donc par exemple la rosée pendant la nuit, etc., elles s'infiltrent dans les pores de la roche, et quand l'eau s'évapore, elle dépose au passage des petits cristaux de sel. Lorsque la chaleur augmente, les cristaux se dilatent et exerce une pression sur la roche qui l'entoure, ce qui va finir à la longue par fragmenter la roche. On peut donc littéralement fracturer de la roche grâce à du sel, et mes harceleurs du collège ont déjà fracturé comme ça 3 monuments. En ce qui concerne sa deuxième observation, donc que les autres bâtiments taillés dans la même roche ne sont pas aussi abîmés, Schoch y compare des bâtiments qui ne sont en réalité pas du tout comparables. On sait que les profils d'érosion, ils ont bien plus à voir avec les propriétés de la roche que de l'humidité ambiante ou de la pluie et du vent.
Vous vous rappelez le schéma des 3 couches différentes de calcaire quand je vous parlais de la tête du sphinx versus son corps? Et ben Schoch, il compare le corps du sphinx, taillé dans la seconde couche, donc là où c'est caca, à des tombes sculptées dans la 3e couche, qui comme je vous le disais, pour la tête du sphinx, elle est de bien meilleure qualité et beaucoup plus solide. Et en plus, le sphinx, il est en contrebas du plateau de Gizeh, donc il est beaucoup plus proche de l'eau que le reste des bâtiments, et a priori dans une atmosphère beaucoup plus humide, ce qui accélère également le processus d'érosion. Le 3e argument de Schoch, c'est la météo. Le Sahara, comme chacun sait, c'est le désert. Mais c'est un petit peu plus complexe que juste il fait très chaud. Le Sahara d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Sahara du passé. Selon certaines estimations, il pleuvait probablement 3 fois plus qu'aujourd'hui, au moins. Et même si l'époque de l'Ancien Empire correspond à l'aridification progressive du Sahara vert, certaines estimations suggèrent qu'il faudra attendre 700 ans avant Jésus-Christ pour arriver à notre météo actuelle. Récemment, des nouvelles analyses permettent de mieux comprendre la crise climatique survenue pendant l'Ancien Empire. L'aridification progressive du Sahara a causé des crues du Nil moins abondantes, qui auraient été responsables de la fin de l'Ancien Empire et du début de la première période intermédiaire. Mais dans la vallée du Nil, ces crues basses coïncidaient avec une augmentation dramatique des précipitations et de nombreuses inondations. Les analyses menées sur la cité où vivaient les travailleurs appelés aujourd'hui Hayt el-Horab nous indiquent que des inondations avaient lieu en moyenne tous les 4 ans. Des inondations d'ailleurs si importantes qu'il était parfois nécessaire de carrément reconstruire la ville. Ces résultats laissent assez songeurs parce qu'ils permettraient de répondre à de nombreuses questions plus pragmatiques. Par exemple, pourquoi le Sphinx et le temple associé semblent avoir été abandonnés avant d'avoir été terminés, et pourquoi est-ce que les pharaons suivants, ils ont préféré de construire ailleurs par la suite que sur le plateau de Gizeh. Du coup, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le consensus actuel, qui n'est d'ailleurs pas accepté par Schoch, Bauval et Hancock, c'est qu'il est probablement impossible de déterminer l'âge du sphinx en se basant uniquement sur la géologie. L'histoire, c'est une science complexe et pluridisciplinaire qui demande un recoupage entre diverses méthodes scientifiques. Ça, on l'a déjà vu dans plein d'épisodes. Comme vous avez pu le voir, le fond de toutes ces théories sur le sphinx se tourne quasi exclusivement toujours autour de sa datation. Et même si les propositions varient, c'est toujours des centaines, voire des milliers d'années avant l'Égypte dynastique. Pour l'instant, je n'ai trouvé aucun égyptologue qui accorde beaucoup de crédit à ces théories alternatives. Au-delà de tout ce dont nous avons déjà parlé, c'est le contexte dans lequel le sphinx se trouve qui permet aux égyptologues de le dater aujourd'hui à la 4e dynastie égyptienne. Le sphinx trône dans un vaste complexe architectural qui comprend les grandes pyramides, les temples associés, mais aussi les cimetières des familles royales et des nobles. Le style du sphinx est celui de l'époque dynastique, donc le calcaire utilisé pour construire les temples voisins est le même, parce qu'en creusant le calcaire pour lui donner sa forme, les ouvriers, ils ont pris exactement la même pierre pour construire les temples. En plus, on a retrouvé des outils et des fragments de poterie datant de la 4e dynastie, également dans l'enceinte entourant le sphinx. Tout le contexte archéologique de Gizeh, c'est-à-dire probablement bien plus de rapports archéologiques que je ne suis capable d'en stocker dans mon appartement, pointe du doigt l'Ancien Empire, aux alentours de moins 2500. Gizeh n'est pas seulement une nécropole, on y retrouve aussi le village où vivaient les ouvriers qui participaient à la construction du complexe, et on sait même ce qu'ils mangeaient, du bœuf. Voilà, c'était le petit fun fact du jour. Du coup, que se passe-t-il si on prend le problème à l'envers? Si on décide de chercher des preuves d'une civilisation capable de construire le sphinx il y a 12 000 ans. Comme je vous le disais plus tôt, le Sahara actuel n'a rien à voir avec celui du passé. Entre 12 500 avant Jésus-Christ et 3 500 avant Jésus-Christ, c'est la période humide africaine. Et le Sahara est recouvert de végétation. La période est également caractérisée par des pluies du coup plus abondantes. Alors je sais, pour l'instant on dirait que je donne raison à Schoch, mais la question importante ici c'est où sont les humains? Eh ben, aucune trace d'occupation humaine n'a été retrouvée en Basse-Égypte pour cette période de moins 10 000 avant Jésus-Christ. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait
personne, hein, les sites archéologiques ils ont pu très bien être érodés ou cachés sous le fleuve, mais certains chercheurs suggèrent qu'en réalité, la vallée du Nil et les bords du Nil en général devaient être complètement inhabitables. L'augmentation des précipitations a mené à des crues extraordinaires qui devaient rendre les bords du Nil très inhospitaliers. Typiquement, le Sphinx, il est situé dans la plaine inondable du Nil. Et s'il avait été construit en moins 10 000, il aurait probablement eu au minimum les pattes dans l'eau une bonne partie de l'année. Et le résultat de ces crues, eh ben il se serait vu sur sa géologie. Même si les bordures de la vallée du Nil étaient habitables, la question reste donc sans réponse. Où sont les vestiges de cette civilisation, pourtant capable de sculpter un énorme sphinx en calcaire? Si leurs maisons, leurs sépultures et leurs outils ont disparu, est-ce qu'ils n'ont pas eu des contacts avec leurs voisins chasseurs-cueilleurs? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas commercé avec eux et partagé une partie de leur savoir? Pourquoi aucune des civilisations qui les auraient côtoyés de près ou de loin n'ont pas gardé une seule trace de ces personnes? Et cette question, eh ben Hancock, Bauval et Schoch, ils ont jamais vraiment réussi à y répondre. C'est la vie. En 1995, l'archéologue Klaus Schmidt commence à s'intéresser à un site archéologique délaissé en Turquie. Il s'agit d'une colline recouverte de milliers de silex cassés. Alors qu'il arrive sur place avec son équipe, il constate qu'il est impossible que ce tertre soit d'origine naturelle. Les résultats de ces fouilles sont incroyables et très bizarres. Le site aurait été occupé entre 9600 à 8000 avant Jésus-Christ. À une époque où les hommes sont encore des chasseurs-cueilleurs, nomades, tout ce qu'il y a de plus classique, et pourtant il s'agit du vestige le plus ancien construit entièrement en pierre. C'était la preuve qu'attendaient Schoch, Bauval, Hancock et West. En 10 000 avant Jésus-Christ, les hommes étaient bel et bien capables de construire des structures impressionnantes en pierre, comme le Sphinx ou la découverte de ce site en Turquie le prouve. Mais le premier problème, il est assez simple. C'est pas parce qu'une civilisation a construit ce lieu impressionnant qu'une autre civilisation à 1000 km de là va faire pareil. Pour rappel, Rome construisait des aqueducs et des théâtres partout, tandis qu'à la même époque, les Gaulois construisaient tout en bois. Un autre problème également qui se pose est le fait que ça ne change rien à l'argumentation du contexte. Bien que ce site en Turquie, il n'était pas habité, on y a retrouvé des ossements, des poteries, des silex, des crânes humains, des choses qui montrent que le lieu, il était occupé, et ses environs aussi. Les découvertes archéologiques du site en Turquie montrent que le lieu, il était bel et bien occupé par des chasseurs-cueilleurs, avant l'invention des outils en bronze et de la céramique. Donc pas une civilisation forcément capable de construire le Sphinx. Et certes, la découverte de ce site chamboule la compréhension que nous avons de l'évolution de l'humanité. Mais elle ne prouve pas qu'il y a 12 000 ans, une civilisation aurait pu ou aurait même eu l'envie de construire le Sphinx dans la vallée du Nil. En tout cas, c'est pas l'hypothèse la plus probable. Pendant l'époque de mon fils 4, Akhenaton, qui n'aime pas les dieux amants, il est martelé. Les cartouches, tout le monde de Amon, même dans les cartouches de son père. Regardez bien, s'il vous plaît, au chapiteau de colonne. Comme vous avez pu le voir, les argumentations d'Hancock, Schoch ou Bauval sont assez circulaires. C'est-à-dire qu'il faut accepter leur première hypothèse de base pour pouvoir accorder du crédit aux suivantes. Je dois vous avouer d'ailleurs que ça a rendu l'épisode un peu compliqué à écrire par moments, tant ils se sont auto-alimentés les uns les autres, pour pas dire autre chose, et que leurs théories se recoupent et s'entrecroisent. Comme toutes les sciences, l'archéologie elle fonctionne en probabilité. Les archéologues rassemblent le plus de preuves possibles et travaillent à les comprendre, les mettre en contexte et ensuite tentent d'expliquer ce qui s'est le plus probablement passé. Hancock, Bauval et Schoch, ils travaillent pas du tout avec les probabilités. Non, ils sélectionnent seulement les données qui vont dans le sens de leur hypothèse, définie à l'avance, et ça on appelle ça du cherry picking. C'est un exemple typique d'un biais de confirmation. Ce qui m'a également beaucoup interpellée dans mes recherches, c'est le storytelling que ces auteurs y choisissent de développer au-delà de l'exposition simple de leurs résultats. Ils se présentent vraiment comme des gars passionnés, ouverts d'esprit, à la recherche de la vérité. Ils vous racontent comment est-ce qu'ils sont tombés amoureux de l'Égypte, de son histoire, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, et comment est-ce qu'ils ont construit aussi une amitié solide au fil des ans, et même dans quels hôtels ils descendent lorsqu'ils vont au Caire, etc., etc.
Au fur et à mesure, on a vraiment l'impression de les connaître. Vous vous sentirez d'ailleurs peut-être mal pour eux lorsqu'ils racontent comment les égyptologues traditionnels ils ont été méchants avec eux et comment en privé d'autres professionnels les soutiennent, hein, mais en secret, hein, pour pas se faire griller dans le monde académique, etc., etc., etc. Bref, ils se sont construits une image publique hyper sympathique, victime du on ne peut plus rien dire. Au final, ça leur réussit plutôt bien, vu le nombre de livres qu'ils vendent chaque année, et c'est ça ce que j'aimerais peut-être retenir de cette incursion dans les théories alternatives autour du Sphinx. Économiquement, c'est super rentable pour ceux qui les entretiennent. D'un autre côté, toute l'attention qui est portée sur le patrimoine égyptien est souvent ramenée à un côté très sensationnaliste et romanesque de son histoire. C'est comme si on avait absolument envie qu'il y ait des histoires d'aliens, de civilisations perdues et de mystères impossibles à résoudre pour les archéologues. Comme si l'histoire égyptienne, à elle seule, elle n'était pas déjà suffisante pour nous émerveiller, alors qu'elle est tellement riche et exaltante. À titre personnel, j'aimerais qu'on accorde autant d'importance au Sphinx pour ce qu'il est, pour son histoire qui est hyper riche, pour la grosse problématique autour de sa conservation, que l'importance qui est accordée aujourd'hui à ce qu'il peut bien avoir entre les pattes ou à toutes les autres théories alternatives. Voilà, c'était la fin de cet épisode sur le Sphinx. Il était un peu dense, assez compliqué à tourner et à écrire, donc merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Est-ce qu'il y a un sponsor ? C'est oui, le sponsor, c'est maintenant. Et comme je vous avais expliqué en début d'épisode, il y a quelques temps, j'ai réalisé un projet avec le musée du Louvre à l'occasion de la sortie du nouveau DS7 Crossback. Avec le Covid, on n'avait malheureusement pas pu vous montrer ce projet, mais pour le contexte, la marque DS Automobile a créé une édition limitée du véhicule en prenant inspiration dans l'art du musée du Louvre. La voiture est à nouveau disponible et l'édition DS3 Crossback Louvre a également été développée. On y trouve le badge du musée sur son design intemporel et également une application embarquée dans la voiture qui permet d'avoir des informations passionnantes et méconnues sur les œuvres du Louvre. Bonjour Jacques. Si je n'ai pas vaincu pour la patrie, au moins peindrai-je pour elle. La liberté guidant le peuple. Absolument. Vous voulez dire qu'on va aller dans le musée? Eh ben non, on va pas aller dans le musée. On va aller aux origines du tableau. Ok, on y va? On y va tout de suite. Une chose assez fascinante, c'est que aujourd'hui ce tableau, La liberté guidant le peuple, c'est devenu presque un symbole de la Révolution française, alors que pourtant il n'a pas du tout été peint pour représenter la Révolution française, mais bien les Trois Glorieuses. Delacroix, de toute évidence, ne savait absolument pas que son tableau allait devenir une sorte d'icône comme ça, de la liberté, de la Révolution, de la démocratie, de tout ce qui va avec. Alors ici on est dans la salle à manger de Delacroix avec un ensemble de superbes peintures dont une esquisse très rare pour La liberté guidant le peuple. On peut voir finalement les premières idées de projet pour cette peinture et les choses aussi qui ont changé. Ah oui, complètement. Il avait l'habitude de faire ça d'ailleurs, des dessins, des esquisses. Et là on voit que c'est un peu le premier jet. Alors la barricade, le personnage donc de la liberté, ça c'est le début. Et puis après il va partir de ça et broder pour créer la peinture qu'on connaît. Merci beaucoup Jacques, c'était passionnant. Bah écoute, c'est un plaisir. Et du coup maintenant on va où? Eh ben on va voir une autre œuvre. Allons-y. Si vous souhaitez en savoir plus sur le véhicule Crossback Louvre, toutes les informations sont disponibles en description. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur le Sphinx et toutes les théories un peu mystérieuses qu'il peut y avoir autour. J'espère qu'il vous aura intéressé. Si vous avez envie de soutenir mon travail, n'oubliez pas que j'ai une page Tipeee. Vous pouvez également aller me suivre sur Instagram. J'ai notamment partagé les merveilleuses stories de mon voyage en Égypte et de ma sœur Marion, RPZ. Et moi de mon côté, je vous dis à très vite, au revoir, et à bientôt pour de nouvelles aventures d'ici 2 semaines. Salut!